Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bock-Côté pense et parle plus vite que son ombre. Alors, vous l'aurez noté, il n'y a eu qu'un seul édito pour l'instant. Il y en aura un autre vers la fin de l'émission. Mais pourquoi? Parce que j'accueille aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, Éric Duhem, le chef du Parti conservateur, qui tout récemment a pris une position en disant il faut arrêter de chercher à nous ramener vers la question nationale, ce qui résume à la question des oui et des non. Et moi, j'ai posé une série de questions sur Twitter et il m'a répondu lui-même par une série de questions. Donc, je me suis dit que ce serait plus simple finalement de se les poser directement face à face dans le cadre de cette émission. Éric Duhem, bonjour. Bonjour! Alors, j'y vais de ma première question, mais vous y répondrez comme vous le souhaiterez, mais là, on aura l'occasion de s'interrompre mutuellement. Je comprends de votre position. Vous dites, je n'ai pas envie de revenir au débat sur la question nationale entre l'indépendance et le fédéralisme. Je n'ai pas envie de revenir à ce que vous appelez la querelle des oui et des non. Mais je vous demande deux questions. Premièrement, il y a une proportion significative de Québécois qui considèrent, entre 35 et 40 quelques % aujourd'hui, que la question de l'indépendance demeure une question importante. Alors, je comprends que vous ne voulez pas vous diriger dans cette direction. Mais si, dans les prochaines années, comme ça semble potentiellement être le cas, on s'y dirige, dans quel camp serez-vous? Mais d'abord, vous avez raison de souligner qu'on ne veut pas un troisième référendum perdant. Je pense que le Québec a été extraordinairement divisé. Je vous dérange une seconde, puis ensuite je vous laisse répondre. Un référendum perdant. Je comprends que pour vous, le Québec a perdu les deux premiers référendums. Juste pour ça préciser. Donc, vous dites, on a perdu les deux premiers référendums. Donc, je comprends que vous n'êtes pas un fédéraliste, parce que sinon, vous auriez dit qu'on les a gagnés. Non, mais je pense que même les fédéralistes ont perdu. Pour moi, les Québécois ont perdu. On est sorti du référendum de 80 avec un rapatriement unilatéral contre notre volonté, contre l'Assemblée nationale. On est sorti du deuxième référendum de 95 avec une loi sur la clarté qui a tenté d'encadrer puis de limiter la liberté d'action du Québec. Donc, je considère que tous les Québécois ont perdu. Moi, je vois pas de gagnant ni dans le référendum de 80 ni dans le référendum de 95. Je pense que l'écrasante majorité des Québécois a cette perception-là. Là. Donc, quand on va dans un référendum, puis que le Québec sort divisé, puis que le Canada est uni, ben pour moi, le Québec perd. Et c'est ce qui s'est produit à deux reprises. Puis c'est pour ça que je ne veux pas qu'on s'enfonce dans cette voie-là une troisième fois. Parce que vous le dites bien, il y a 35 % des Québécois à l'heure actuelle qui voteraient oui s'il y avait un référendum. C'est moins qu'en 1980, qui a été quand même une défaite historique, et c'est beaucoup, beaucoup moins qu'en 1995. Mais justement, là, vous m'interrompez? Je vous pose une question, vous me permettrez de préciser votre réflexion. Vous dites, disons entre 35 et 42 % d'un sondage à l'autre, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas de majorité pour l'instant. Mais moi, je vous pose la question suivante, puis elle est très claire. Vous ne voulez pas de référendum, vous ne souhaitez pas qu'on se rende au référendum, ça ne vous tente pas qu'il y ait de référendum, vous ferez tout pour qu'il n'y ait pas de référendum. Mais s'il y en a un, dans quel camp êtes-vous? Le oui ou le non? Ben moi, je veux pas diviser le Québec, fait que je vais tout faire pour pas qu'il y ait de référendum. S'il y en a un, je vais m'opposer à la démarche du gouvernement du Parti québécois, parce que tout ça, c'est dans le cadre d'une élection vous allez voter du Parti non. québécois. On se comprend. Absolument. Donc, vous allez voter Puis je vais voter non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je considère que c'est irresponsable de la part du Parti québécois d'agir de cette façon-là. Monsieur Côté, vous savez, comme moi, présentement, il y a 31-32 % qui voteraient pour le Parti québécois. La seule raison pour que le PQ gagnerait une élection, s'il y avait une élection aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 5 partis maintenant. Si on était en 85 ou en 89, là, ça aurait été des gelées historiques, les volées historiques du Parti québécois. La seule raison pourquoi il remporterait le pouvoir, c'est parce que les 5 partis, on est divisés plutôt que d'avoir un bipartisme comme on a toujours eu dans l'histoire du Québec. Là. Mais vous voteriez non, même si c'était... Parce que je comprends, vous ne voulez pas de ce référendum-là. Mais imaginons, il arrive. C'est une possibilité. Je ne dis pas que ça arrive. Mais si ça arrive, vous dites je vote non pour dire que je ne veux pas du référendum, même si objectivement, c'est peut-être la dernière chance pour le Québec de pouvoir trancher sur son avenir politique, indépendance ou rester dans le Canada. Vous êtes conscient que il n'y aura pas 12 référendums. S'il y en a un troisième, c'est le dernier. Moi, les référendums catastrophistes, là, penser que c'est la dernière chance de quelque chose, là, d'abord, je crois pas à ça. Là. Les Québécois, peu importe qu'on reste dans le Canada ou qu'on se sépare, la survie du fait français puis de la culture québécoise va toujours être un combat. J'espère qu'il y a personne qui rêve en couleur puis qui pense que parce qu'il y aura un référendum gagnant que tout d'un coup le Québec comme par magie l'avenir serait assuré pour le fait français puis la culture québécoise jusqu'à la fin des temps. Ça serait plus facile. Mais à l'intérieur du Canada, ça serait plus facile. Là, on peut en débattre parce que les Québécois, là, on est un peuple fondateur. Faut pas l'oublier. Il y en a beaucoup qui l'oublient au Canada anglais. Moi, je l'ai pas oublié. On est un peuple fondateur. On a des aspirations légitimes.
Mais malheureusement, depuis un demi-siècle, on a des gouvernements qui soit sont souverainistes puis qui veulent des conditions gagnantes, donc ils font tout pour exacerber les tensions avec Ottawa, ou on a un gouvernement libéral qui est un gouvernement de soumission, puis un gouvernement qui est prêt à abdiquer devant tout ce que le Parti libéral du Canada demande à Ottawa. Moi, je veux qu'on ait un gouvernement autonomiste. J'arrive de l'Alberta, je suis arrivé en fin de semaine, je suis allé passer 4 jours. J'ai rencontré notamment la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, une autonomiste. Comme nous, elle croit, elle veut, elle sait bien, elle, contrairement à François Legault, là, elle a pas juste envoyé des lettres protocolaires puis pensé que tout était réglé, là. Non, elle est allée devant les tribunaux. Elle a adopté un projet de loi. La Saskatchewan est même rendue qu'elle perçoit plus de taxes fédérales sur son territoire. Ça, c'est de l'autonomisme. Pas de l'avantrisme à Legault, là. Mais vous êtes courant que c'est pas récent, cette affaire-là. Peter Lougheed, dans les années 80. On préfère l'école de Calgary, la Calgary School, dont vous êtes à votre manière un disciple, je pense pas me tromper. Absolument. C'est pas nouveau, l'approche que vous nous proposez. Votre approche a échoué tout autant que celle des indépendantistes, et j'ajouterais une chose. Attendez, là, j'ai pas vu un premier ministre dans le bureau du... J'ai pas vu un premier ministre au Québec avoir cette approche-là. Ben, Robert Bourassa, à certains égards, c'était dans un autre contexte. Mais vous avez beau vous prendre pour un peuple fondateur, le Canada anglais n'est plus d'accord avec ça. Le Canada croit au multiculturalisme, et quand vous dites que vous êtes un peuple fondateur, on vous accuse de suprémacisme ethnique. Vous en êtes conscient quand même. Encore vous là, n'êtes pas absolu. Faut faire attention. Faut faire attention. Là. Quand on parle de multiculturalisme, là, oui, c'est vrai que c'est une doctrine idéologique imposée par Pierre-Éliott Trudeau et aujourd'hui propagée par son fils. Cela étant dit, si vous regardez l'approche que Pierre Poilievre a dans l'opposition, puis à moins que les sondages se trompent tous, là, mais on devrait avoir un gouvernement Poilievre plus tôt que tard au Canada. C'est pas un adepte du multiculturalisme à la façon Trudeau. Et je pense qu'on a des alliés au Canada. Et c'est avec ces gens-là qu'on doit parler, pas juste avec des gens, avec les Denis Coderre puis les Justin Trudeau de ce monde. Là. Il y a des gens. Puis moi, ce que je veux, là, c'est que les Québécois soient rassemblés. Moi, je pense que le Québec est fort quand il est uni. Et la façon de dégager un très, très, très large consensus, presque un unanimisme au Québec, c'est de parler d'autonomie. Et c'est le Canada anglais qui est en train de se diviser. Parce que quand je parle à des premiers ministres ailleurs au Canada, il y en a plusieurs qui sont d'accord avec nous qu'il faut décentraliser. Il faut que ce soit le Canada qui se divise et le Québec qui s'unisse. C'est ça mon point de vue. Éric Duhem, vous connaissez l'histoire du Québec. Vous connaissez, c'est pas une affirmation dans le vide. Je sais que vous connaissez bien l'histoire du Québec depuis 5 ans. Enfin, vous connaissez bien l'histoire du Québec depuis 50 ans. L'approche dont vous parlez, l'approche autonomiste, c'est une approche qui traverse le Québec depuis les années 60. Avec donc qui était porté même par des fédéralistes auparavant, que vous combattiez en des temps anciens quand vous étiez au Parti québécois et au Bloc québécois. Vous avez évolué depuis, parce que si je connais bien votre parcours, vous me corrigez, mais vous êtes d'abord un indépendantiste, ensuite vous passez dans l'équivalent du Parti réformiste, l'Alternative unie, parce que vous êtes l'indépendance n'est pas possible, on va se replier sur l'autonomie, et vous en passez ensuite à l'ADQ, c'est une continuité de votre parcours, mais si les circonstances se présentent à nouveau, et là, l'autonomisme, François Legault l'a pratiqué, il l'a essayé. On lui a dit non, il a dit on s'en fiche, on t'écoute pas. Si à ce moment-là, vous avez déjà été indépendantiste, vous n'imaginez pas la possibilité de le redevenir si la question se pose à nouveau. Pour vous, c'est inimaginable. Mais vous avez raison que j'ai voté oui en 95, sauf que j'ai compris le résultat aussi, puis j'ai pas aimé ce qui s'est produit par la suite. On a mis le Québec devant une situation de faiblesse, et je veux éviter qu'on remette encore une fois le Québec dans une situation de faiblesse. Le Québec est sorti à genoux du référendum de 95 et les indépendantistes veulent nous pousser à un 3e référendum et de toute évidence, il va être perdant si on se fie à tous les sondages. Il va être perdant. Mettez lui en avance. Mais il va être d'autant plus perdant que vous-même vous dites que vous allez contribuer au vote du non. C'est-à-dire, théoriquement, selon votre logique... Est-ce que l'objectif, c'est de rassembler les Québécois vers quelque chose, vers une autonomie plus grande, puis de faire avancer avec des gains concrets, ou si c'est le jusqu'au boutisme, de perdre un 3e référendum? Puis même si on le gagnait à 50,1%, vous savez comme moi qu'on s'embarque dans une zone de turbulence. Et c'est pas... Je dis pas ça pour faire peur au monde, là, au contraire. Sauf que c'est clair qu'il va y avoir beaucoup de choses à négocier. On serait beaucoup plus sécuritaire, ça serait beaucoup plus facile de le faire à l'intérieur du Canada. Présentement, prenons un exemple criant. L'enjeu, le numéro 1 par rapport à notre identité, c'est certainement celui de l'immigration. En tout cas, selon moi, c'est celui-là. Ouais. Avec l'immigration de masse qu'on vit actuellement sous Justin Trudeau, ben il faut trouver une façon que le Québec soit unanime sur cette question-là. Puis on l'est en principe. Hein. Demandez à n'importe quel autre. Mais ça change rien. Mais ça change rien. On a pas été unanime. Ça change rien parce qu'on se tient pas debout puis qu'on se serre pas les coudes. Si on se serrait tous les coudes puis on parlait d'une seule voix, il y a une élection fédérale qui s'en vient. Je peux vous dire qu'ils ont tous besoin du Québec. Si on se mettait les 5, puis on allait les voir, puis on leur disait, regardez, nous autres, là, si vous voulez si vous voulez pas qu'on fasse campagne contre vous, vous allez dire que vous êtes pour que le Québec soit maître d'œuvre en immigration, point final. Vous êtes un autonomiste, vous n'êtes pas un indépendantiste, mais vous n'êtes pas non plus un fédéraliste tendance Philippe Couillard et tout ça. Donc, la question que je vous pose là-dedans, c'est
D'accord. Est-ce qu'il y a un seuil de rupture pour vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, je veux l'autonomie, notamment pour gérer l'immigration. Je veux l'autonomie pour que le Québec ait plus de pouvoir dans les décisions qui importent pour lui. Mais imaginons que ça ne fonctionne pas. Imaginons que ça ne fonctionne pas. Vous avez un seuil de rupture, vous allez demander l'autonomie, puis pendant ce temps-là, le poids du Québec dans le Canada fond, parce que le Canada, sans la permission du Québec, augmente ses seuils d'immigration. M. Poilievre n'est pas opposé à l'immigration massive. Il avait juste un peu moins massive que le Parti libéral du Canada. Vous avez un seuil de rupture où à un moment donné, vous allez vous dire ça ne marche pas. Mais d'abord, c'est pas M. Poilievre. Selon moi, là, c'est pas à M. Poilievre ni à M. Trudeau de décider des seuils d'immigration au Québec, c'est aux Québécois. Et ça veut dire que c'est leur Assemblée nationale. Non, on appelle ça rapatrier ses pouvoirs. On l'a fait en partie, rappelez-vous, en 78 avec l'entente Colin Couture. On l'a fait en 91 avec l'entente Gagnon-Tremblay-McDougall. Il faut faire une nouvelle entente avec le Canada pour que même les demandeurs, les réfugiés, puissent aussi faire partie et qu'on contrôle l'ensemble de nos politiques migratoires. Je pense que tout le monde au Québec, les 5 partis, on est supposément théoriquement d'accord avec ça. Mais quand ça arrive le temps de faire une démonstration de force, M. Legault se couche, il envoie une lettre insignifiante à Justin Trudeau, puis il pense qu'il a fait son travail. Voyons donc, c'est pas ça de l'autonomie. J'entends. Mais vous savez pourquoi vous avez évoqué les moments où on a modifié on était capable d'avoir des guerres d'immigration? C'est quoi le point commun dans ces deux moments-là? C'est qu'il y a une pression indépendantiste telle que le Canada se dit au moins on va leur faire des petites concessions parce que attendez, sinon, en 91, là, c'était McDougall, Gagnon-Tremblay, c'était sur le Parti libéral du Québec. En 91, il y a l'échec de Meach, l'appui à l'indépendance, c'est à 64%. Et non, c'est quand même une période. Et vous êtes de mémoire, vous êtes vous-même engagé dans le mouvement indépendantiste. À ce moment-là, le consensus québécois est indépendantiste. Donc là, il y a une forme, on fait des concessions au Québec. Ça, c'est important. Là, en ce moment, quelles circonstances peuvent vous laisser croire qu'on est prêt à vous faire toutes les concessions que vous souhaitez obtenir? Et surtout, si on ne vous les donne pas, qu'est-ce que vous faites? Mais la raison pourquoi je suis optimiste par rapport à l'avenir, c'est que je vois qu'au Canada anglais, l'autonomisme gagne en popularité. Je vois qu'il y a de plus en plus de gouvernements. J'ai la chance d'être dans le mouvement conservateur. Ça, c'est la première fois en 86 ans qu'on a ça au Québec. On a une présence conservatrice sur la scène provinciale qui est capable de parler avec ses homologues provinciaux. Je vais d'ailleurs les rencontrer à nouveau au cours des prochains mois. Je pense que c'est important d'avoir un contrepoids. Pendant trop longtemps, on a laissé la gauche canadienne-anglaise gouverner dans le débat constitutionnel. Mais pour revenir à votre question de base fondamentale, c'est évident pour moi que les Québécois doivent toujours conserver le pouvoir de décider de leur avenir constitutionnel. Ça, il n'y a personne qui peut nous empêcher de librement décider. Si nos enfants, nos petits-enfants, peu importe le moment où les Québécois décideront que c'est l'option, c'est la seule option viable, je pense qu'il faut préserver ça. Et c'est pour ça que je me suis inquiété de la loi sur la clarté référendaire au lendemain du référendum de 95, parce qu'on a tenté d'enlever un outil légitime et démocratique au peuple québécois. Mais on l'a officiel légalement, oui. On nous a imposé une constitution. Parce qu'on s'est foutu dans un référendum perdant. C'est parce qu'on a encore... Et c'est exactement la voie dans laquelle le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon veulent encore nous enfoncer parce qu'ils sont à 32% dans les sondages. À un moment donné, faut pas prendre les gens pour des valises, là. Puis là, c'est pas en changeant le nom du mot référendum, en appelant ça consultation populaire, que les Québécois vont plus mordre à l'hameçon. C'est toujours des stratégies. Non, mais c'est toujours des stratégies puis des tactiques pour essayer de confondre les gens puis de créer de la confusion. C'est pas comme ça qu'on va bâtir un pays, là. Le jour où les Québécois vont voir un pays, monsieur Bocoté, là, on n'aura pas besoin de se parler, là. Les gens vont être dans les rues par centaines de milliers, par millions, puis l'indépendance du Québec, elle va se faire de facto, là. Bon, il nous reste 4 minutes. Je sais que vous avez un autre entretien, donc je vous pose quelques dernières questions. L'unanimisme intégral, ça n'existe pas en démocratie. Il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Et moi, je reviens à cette question-là qui me semble importante. Si les Québécois décident, parce que pour l'instant, vous dites que le Parti québécois et l'indépendance ne sont pas majoritaires. Vous avez raison, mais vous non plus. Vous êtes, si je peux mettre, vous avez une croissance, c'est vrai, mais comparé à la croissance du Parti québécois qui risquait la disparition il y a 2 ans, ils ont une plus forte croissance que vous. Donc, sur le fond des choses, si la question se pose à nouveau, puis avec toutes les données que vous avez évoquées, l'immigration massive, qui est une vraie... on pourrait ajouter l'anglicisation de Montréal. Je pense que l'anglicisation de Montréal, vous trouvez que c'est inquiétant? Ben, évidemment que c'est... Écoutez, là, encore c'est ça lié avec le Canada. Non, mais je veux revenir là-dessus, M. Bocoté, parce que c'est important, la question linguistique. Et on parle toujours, là, tu sais, là, puis là, il y a un camp qui a intérêt à alimenter une crise linguistique, il y a un camp qui a intérêt à nier qu'il y a un déclin du français ou qu'il y a une menace linguistique. Mais il faut arrêter dans cette dynamique-là, là. Moi, j'arrive de l'Alberta. En Alberta, je suis allé rencontrer, parce que c'est important, je pense, comme chef québécois, de rencontrer les francophones hors Québec. J'ai déjà fait des tournées avec Gilles Duceppe à l'époque. C'était triste, là. C'était l'assimilation puis la disparition du fait français à l'extérieur du Québec. Mais parce que le Canada anglais a tout fait pour les assimiler.
là, je rencontre des francophones en Alberta qui me racontent comment ça va bien, comment ils sont en croissance. Ils ont maintenant 50 écoles en Alberta, francophones uniquement. Ils ont 250 programmes d'immersion. Le fait français se porte mieux en Alberta aujourd'hui qu'il se portait il y a 10, 15, 20 ans quand j'y allais avec Gilles Duceppe. Ça, les gens, on n'en parle jamais au Québec. Le fait, même au Québec, nos anglophones n'ont jamais été aussi bilingues. Nos anglophones au Québec n'ont jamais été aussi bilingues. Il n'y a jamais eu autant d'enfants d'anglophones au Québec qui vont dans des écoles d'immersion, des écoles françaises ou des écoles bilingues. Alors, pourquoi Montréal s'anglicise autant? Il y a l'immigration massive, il y a le fait regarder le Canada avec un conseil des ministres jamais aussi peu bilingue dans son histoire, avec un gouverneur général qui parle pas français. Le Canada est un pays bilingue en anglais, c'est pour l'essentiel. Dénoncer, un hymne national qui se fait juste en anglais. Un moment donné, vous dénoncez, mais vous êtes sur le même registre que François Legault. Vous dénoncez autrement, plus fortement. Non. Un moment donné, s'il y a pas moyen de le faire. Ce sont des paroles verbales. Mais ça, écoutez, c'est le peuple québécois qui décide. C'est pas un politicien en passant. Là. Moi, je pense pas que c'est parce qu'une personne est charismatique qu'on va avoir un pays. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Québécois vont collectivement choisir leur avenir, puis il faut que ça leur appartienne. Cela étant dit, il y a possibilité de faire avancer le Québec à l'intérieur du Canada sans rupture. C'est ce qu'on propose. Puis j'ai l'impression présentement, puis c'est ça qui m'attriste quand je vois le mouvement indépendantiste évoluer, c'est plus vraiment un mouvement indépendantiste, c'est un mouvement référendiste. Ils veulent des référendums à tout prix. Et ça me dérange profondément. Il n'y a pas d'obsession. Pourquoi le Parti québécois se sent obligé de promettre un référendum? Pourquoi vouloir prendre le risque de nous foutre dans la gueule du loup? Je suis pas l'avocat. Ça, c'est vous la gueule du loup de la formule. C'est-à-dire, si vous-même, vous dites que vous allez voter non parce que vous voulez protester contre le référendum... Ça va être mon vote qui va faire la différence, pensez maintenant? Non. Ah non, c'est que c'est important de savoir ce que vous, chef de parti, pensez. Au fond de vous-même, je vous le dis, moi, c'est une impression. Vous allez me dire le contraire. Je pense qu'au fond de vous-même, vous êtes plus indépendantiste que vous ne le dites. Et vous êtes obligé parce que vous dirigez un parti. Mais moi, absolument d'accord. Mais je crois que je veux vous dire quelque chose, là. Vous avez un allié dans votre camp souverainiste qui s'appelle Québec solidaire. Aux dernières nouvelles, j'ai regardé, là, il y a 58% des solidaires qui sont contre l'indépendance. En fait, il y a plus d'indépendantistes à la CAQ que chez Québec solidaire. Fait que, tu sais, les partis qui se disent indépendantistes, là, c'est de la frime, là, on va se le dire, là, ça veut strictement rien dire. Même le Parti québécois, il y a un quart des électeurs péquistes actuels qui voteraient même pas pour l'indépendance s'il y avait un référendum. Trouvez-vous ça normal? Je veux dire, il faut arrêter de penser que la partisanerie guide le choix constitutionnel. Le choix constitutionnel, il est personnel, puis chaque Québécois est libre et autonome pour décider. Le temps que vous nous accordiez et on vient de traverser, je vous remercie pour votre temps. C'est triste, on aurait eu plein d'autres choses à discuter. J'aurais aimé ça. Oui, mais aujourd'hui, le sujet, c'était la question nationale, mais on reparlera des autres sujets avec plaisir. Merci, Éric Duhem. C'est toujours un plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.